Mes parents ont vendu le terrain sur lequel je payais des impôts depuis 10 ans à mon cousin pour 100 €. La famille s'entraide, ont-ils dit. Alors j'ai appelé mon avocat au sujet de la route d'accès, et leurs visages ont pâli. Je suis Sophie, 34 ans, et je pensais que mon grand-père Gustave m'avait laissé en sécurité quand il m'a cédé ses 10 hectares pour mon 21e anniversaire. Pendant 13 ans, j'ai payé toutes les factures fiscales, planifié ma future maison et fait confiance à ma famille. Puis j'ai découvert que mes parents, Pascal et Isabelle, avaient secrètement vendu mon terrain à mon cousin Nicolas pour 100 €. Leur excuse, la famille s'entraide. Ce qu'ils avaient oublié, c'est que la route d'accès restait la mienne. Je n'aurais jamais imaginé avoir besoin d'une avocate contre mes propres parents. Avant de continuer cette histoire, dites-moi d'où vous regardez et cliquez sur ce bouton j'aime et abonnez-vous si vous avez déjà eu à tenir tête à une famille qui a franchi vos limites. Mon grand-père Gustave était mon héros quand j'étais petite. Pendant que mes parents, Pascal et Isabelle, étaient occupés par leur carrière, grand-père Gustave m'enseignait la nature, la responsabilité et la valeur de la terre. Chaque week-end, de 7 ans jusqu'à mon départ pour l'université, je passais les samedis matins à marcher le long des limites de propriété de ces divers investissements immobiliers. Les 10 hectares avec la magnifique crique qui la traversait étaient toujours mes préférés. Tu vois ces chênes le long de cette crête, Sophie, disait Gustave en pointant la partie la plus élevée de la propriété. Une bonne terre conserve sa valeur, mais une excellente terre prend de la valeur parce qu'elle offre quelque chose de spécial. Rappelle-toi de ça. Je peux encore entendre sa voix dans ma tête, même 13 ans après son décès. Il ne m'enseignait pas seulement les valeurs immobilières, il m'inculquait des valeurs de vie, travaille dur, sois patiente, investis sagement et, surtout, protège ce qui compte pour toi. Pour mon 18e anniversaire, grand-père m'a prise à part après notre dîner de famille. Son arthrite s'aggravait, mais son esprit restait aussi vif que jamais. Je t'ai vu grandir, Sophie, a-t-il dit. La façon dont tu apprécies cette parcelle de 10 hectares me dit que tu en seras une bonne gestionnaire. Quand tu auras 21 ans, je te la céderai par acte notarié. J'étais sans voix. L'université coûtait cher, et bien que mes parents m'aient aidé, je contractais des prêts. L'idée de posséder quelque chose d'aussi précieux à un si jeune âge semblait impossible. Pendant les 3 années suivantes, j'ai visité la propriété plus fréquemment. J'apportais des carnets de croquis et dessinais des plans de la maison que je construirais un jour. Rien d'extravagant, une modeste maison de 3 chambres avec d'immenses fenêtres donnant sur la crique, peut-être une véranda enveloppante, un endroit paisible où je pourrais m'installer un jour. Fidèle à sa parole, pour mon 21e anniversaire, grand-père Gustave m'a tendu une enveloppe après une petite célébration chez lui. À l'intérieur se trouvait l'acte de propriété, dûment notarié et enregistré auprès du comté. La propriété valait alors environ 80 000 €, une fortune pour une étudiante. Je l'ai serré dans mes bras. Je promets que j'en prendrai soin, ai-je murmuré. Tu as déjà le bon état d'esprit, a-t-il répondu. Sois juste patiente, construis quand tu seras prête, pas quand les autres pensent que tu devrais le faire. Mes parents semblaient me soutenir, voire être enthousiastes pour moi. Mon père Pascal m'a tapé sur l'épaule et a dit, investissement intelligent. Les impôts fonciers sont gérables et cette terre ne fera qu'augmenter en valeur. Maman Isabelle planifiait déjà des espaces de jardin théoriques. Isabelle avait toujours aimé l'aménagement paysager et elle a immédiatement commencé à suggérer des plantes indigènes qui y prospéreraient. J'ai obtenu mon diplôme l'année suivante avec mon diplôme en design graphique et j'ai décroché un poste de débutant dans une agence de marketing en ville, à environ 40 minutes de la propriété. Le salaire n'était pas impressionnant, mais je vivais frugalement, partageant un appartement avec mon ami de collège Claire qui travaillait dans l'immobilier. Chaque euro supplémentaire allait sur mon compte d'épargne étiqueté, fonds de construction de maison. Chaque trimestre, lorsque la facture d'impôt foncier arrivait, je la payais rapidement. 280 € tous les 3 mois n'était pas insignifiant sur mon salaire de départ, mais je n'ai jamais manqué un paiement. J'étais fier de cette responsabilité. Pendant les premières années, tout était merveilleux. Je visitais la propriété chaque mois, parfois avec Claire qui me donnait des suggestions sur le futur processus de construction. Mes parents se joignaient parfois à moi pour des pique-niques près de la crique. C'était de bons jours. C'est vers la 5e année que mon cousin Nicolas a commencé à montrer plus d'intérêt pour les réunions de famille. Nicolas était le fils du frère de mon père, plus âgé que moi de 3 ans. En grandissant, il avait toujours été le petit enfant préféré de ce côté de la famille. Pendant que je gagnais des bourses, Nicolas recevait de nouvelles voitures pour avoir des notes suffisantes.
Pendant que je travaillais pendant l'été, Nicolas voyageait en Europe aux frais de ses parents. Maintenant, dans la trentaine, Nicolas avait enchaîné 3 carrières différentes et était actuellement entre 2 emplois, comme le décrivait poliment son père. Lors d'un barbecue du 14 juillet chez mes parents, je l'ai entendu parler à mon père. Oncle Pascal, as-tu vu les rendements locatifs de vacances là auprès des propriétés de montagne, a dit Nicolas en désignant avec sa bière. Certains gars gagnent 6 chiffres juste en louant de minuscules maisons sur des terrains pittoresques. Mon père a hoché la tête pensivement. C'est là que le marché se dirige, tous ces citadins qui veulent des expériences dans la nature sans trop se compliquer la vie. Je n'y ai pas beaucoup pensé à l'époque. Nicolas cherchait toujours le prochain coup de maître et mon père aimait parler de perspectives commerciales. Mais avec le recul, cette conversation a été la première vague de ce qui allait devenir un tsunami de trahison. À Thanksgiving cette année-là, j'ai remarqué que mes 2 parents mentionnaient subtilement que je n'avais encore rien fait avec mon terrain. Ne serait-il pas agréable de partager les ressources en famille, a suggéré ma mère pendant le dessert. Cette propriété ne fait que rester là. J'ai expliqué à nouveau que j'épargnais de manière responsable, qu'une bonne construction nécessite de la planification et du capital. J'étais maintenant designer senior dans mon entreprise avec un meilleur salaire, mais la construction de maisons sur mesure dans notre région commençait à 200 000 € minimum. Nicolas a ajouté, si tu ne l'utilises pas, peut-être qu'on pourrait s'arranger. Je cherche des opportunités d'investissement. J'ai ri. Désolé, cousin, je joue la longue partie avec cette propriété, exactement comme grand-père Gustave me l'a appris. La conversation a changé, mais quelque chose avait changé. Je le sentais dans la pièce, une tension subtile, une réinterprétation de ma planification patiente comme étant égoïste. C'était la première fissure, fine comme un cheveu, dans ce que je croyais être un solide soutien familial. J'ai d'abord réalisé que quelque chose n'allait pas lorsque Bernard, le vieux fermier dont la propriété jouxtait la mienne, m'a appelé un après-midi de printemps, environ 8 ans après que j'ai reçu l'acte de propriété. Sophie, je pensais que tu voudrais savoir, quelqu'un se rend régulièrement sur ta propriété, a-t-il dit. Il conduit un pick-up noir. Je ne sais pas si tu as donné la permission à quelqu'un. Je ne l'avais pas fait. J'ai remercié Bernard et me suis immédiatement rendu sur place pour vérifier. Effectivement, il y avait des traces de pneus fraîches coupant à travers le champ et allant directement jusqu'à la zone de la crique où j'avais toujours prévu de construire. En marchant sur la propriété, j'ai trouvé des mégots de cigarettes et des canettes de bière vides près de mon chêne préféré. Quelqu'un avait traité ma propriété privée comme un lieu de rencontre. J'ai d'abord appelé mon cousin Nicolas, le suspectant immédiatement. « Oh oui » a-t-il répondu négligemment. Je jetai un œil à la terre. « Ton père a dit que ça irait. » Mon estomac s'est tordu. « Mon père a dit quoi ?»« Oui, il a mentionné que tu n'en faisais rien de toute façon. Je profite juste de la crique. » Quel est le problème ? Le problème, c'est que c'est ma propriété, Nicolas. Il te faut ma permission pour être là. Il s'est moqué. On est de la famille. Je ne pensais pas avoir besoin de toutes ces formalités entre nous. J'ai mis fin à l'appel et me suis immédiatement rendu chez mes parents. Ils ont été surpris de me voir arriver sans prévenir, surtout avec l'air aussi bouleversé que je l'étais. Avez-vous dit à Nicolas qu'il pouvait utiliser ma propriété quand il voulait ? Ai-je demandé directement à mon père. Ma mère a répondu à la place. Chérie, il pêchait juste à la crique. Ce n'est pas comme s'il y construisait quoi que ce soit. Ce n'était pas le propos, et il le savait. Il s'agissait de limites et de respect. Il a laissé des déchets partout, ai-je dit, et surtout, il ne m'a pas demandé. Vous non plus. Mon père a utilisé ce ton familier qui précédait toujours un sermon. Sophie, ça fait quoi, 8 ans maintenant, et tu n'as rien fait de cette terre, à part payer des impôts. Parce que j'épargne et je planifie, ai-je répondu, c'est ce que font les propriétaires responsables. Eh bien, Nicolas a de bonnes idées pour utiliser l'espace, a ajouté ma mère. Il nous parlait de ces jolies petites cabanes de location qui n'occuperaient qu'un coin de la propriété. Je n'arrivais pas à croire ce que j'entendais. Ils avaient réellement discuté de plans d'aménagement pour mon terrain sans moi. Non, ai-je dit fermement. J'ai mes propres plans et je ne suis pas intéressé par les combines de Nicolas pour devenir riche rapidement. Le visage de mon père s'est durci. C'est un peu injuste. Nicolas parle juste d'utiliser une petite section dont tu ne fais rien de toute façon. J'ai pris une profonde inspiration. Papa, maman,
j'ai besoin que vous compreniez quelque chose. Cette terre est légalement la mienne. Personne ne l'utilise sans ma permission. S'il vous plaît, dites à Nicolas de rester en dehors de ma propriété, sauf s'il m'appelle d'abord. La conversation est devenue de plus en plus tendue. Ma mère a suggéré que j'étais dramatique, mon père a insinué que j'étais égoïste avec les ressources familiales. Ni l'un ni l'autre ne semblait saisir le simple concept que ma propriété signifiait mes décisions. Ce week-end-là, la famille s'est réunie pour le dîner d'anniversaire de ma tante. Nicolas était là, me lançant des regards furtifs tout au long du repas. Finalement, pendant le dessert, il a abordé le sujet devant tout le monde. Alors Sophie, a-t-il commencé avec un sourire en coin, oncle Pascal me dit que tu es assez protectrice avec cette terre vide. La table est devenue silencieuse. Ma tante semblait confuse, tandis que mon oncle, le père de Nicolas, lui faisait un signe de tête encourageant. En étant une propriétaire responsable, ai-je corrigé. Exactement comme grand-père Gustave me l'a appris. Nicolas s'est penché en avant. Écoute, je parle juste d'utiliser un minuscule coin pour un atelier. Tu ne remarquerais même pas que je suis là. J'ai remarqué les canettes de bière et les mégots de cigarettes que tu as laissés, ai-je répondu calmement. Mon père est intervenu. Sophie, tu fais une montagne d'une taupinière. C'est juste la famille qui s'entraide. J'ai regardé autour de la table. Chaque visage semblait afficher soit une désapprobation de ma position, soit une gêne face au drame familial. Pas une seule personne ne semblait comprendre mon point de vue. Je ne discuterai pas de ça pendant un anniversaire, ai-je dit finalement. Mais ma réponse est non. Le dîner s'est ensuite transformé en conversation banale et gênante. En rentrant chez moi cette nuit-là, je me suis senti isolé comme jamais auparavant. C'étaient des gens qui avaient célébré mon diplôme universitaire, semblaient fiers quand grand-père m'avait donné la terre, et maintenant ils étaient unis pour suggérer que j'avais tort de protéger ce qui était légalement à moi. Le lendemain matin, je suis allé sur la propriété pour me vider la tête. À mon grand choc, j'ai trouvé une petite pile de matériaux de construction, à moitié cachée sous une bâche près de la crique, du bois, des sacs de ciment et ce qui ressemblait au début d'une forme de fondation. J'ai immédiatement appelé Nicolas. Qu'est-ce que c'est que tous ces matériaux de construction sur ma terre, ai-je exigé. Oh, a-t-il répondu négligemment. Je prends juste un peu d'avance sur cet atelier dont on a parlé. Nous n'avons jamais convenu d'un atelier, ai-je dit, ma voix tremblant de colère. Retire-les immédiatement. Allez Sophie, tes parents m'ont déjà donné le feu vert. Ils n'ont aucune autorité pour te donner la permission de construire sur ma propriété. Il a soupiré dramatiquement. C'est pour ça que personne n'aime travailler avec toi, tellement coincé pour tout. Très bien, je les déplacerai le week-end prochain. J'étais plus que furieuse. Sans même réfléchir, j'ai conduit directement chez mes parents à nouveau. Leurs 2 voitures étaient dans l'allée. Avez-vous dit à Nicolas qu'il pouvait construire un atelier sur ma terre, ai-je demandé dès que mon père a ouvert la porte. Ma mère Isabelle est apparue derrière lui, s'essuyant les mains sur un torchon. Il faut te calmer, Sophie. Non, j'ai besoin de réponses, ai-je insisté, les suivant dans la cuisine. Il y a des matériaux de construction sur ma propriété que Nicolas dit que vous avez approuvés. Mes parents ont échangé un regard que je n'avais jamais vu auparavant, une part de culpabilité, une part de défi. Nous avons peut-être mentionné que ça irait, a admis mon père Pascal. Nicolas a besoin d'un espace pour sa nouvelle entreprise de menuiserie. Vous n'aviez absolument aucun droit, ai-je dit, ma voix basse et contrôlée malgré ma rage. C'est ma propriété, ma décision. Ma mère a levé les mains. C'est une terre familiale. Ton grand-père Gustave serait tellement déçu de te voir si égoïste avec elle. Cela m'a profondément blessé. Grand-père Gustave m'avait choisi spécifiquement parce qu'il faisait confiance à mon jugement. Je pense qu'il serait déçu de vous voir saper tous les 2 mes droits de propriété, ai-je rétorqué. Et ça s'arrête maintenant. Je vais envoyer à Nicolas une lettre formelle lui interdisant d'entrer sur ma propriété sans permission écrite. Tu vas envoyer une lettre juridique à ton propre cousin, a demandé mon père, incrédule. Si c'est ce qu'il faut pour que tout le monde respecte les limites, oui. Je suis parti peu après, le nœud dans mon estomac devenant de plus en plus serré. Avec l'aide de Claire, j'ai rédigé une lettre simple mais ferme indiquant que Nicolas n'avait aucune permission d'entrer, d'utiliser ou de construire sur ma propriété, avec effet immédiat. La réaction a été rapide et désagréable, appel furieux de mon oncle, message texte de ma mère disant que je déchirais la famille,
même des posts sur les réseaux sociaux de parents éloignés commentant à quel point c'était triste quand les gens devenaient avides avec les ressources familiales. 2 semaines plus tard, je suis allé vérifier la propriété et j'ai trouvé mes panneaux, accès interdit, arrachés et jetés dans la crique. Les matériaux de construction étaient toujours là, maintenant partiellement assemblés en ce qui ressemblait à des solives de plancher pour un petit bâtiment. C'était la guerre, et d'une manière ou d'une autre, j'étais devenu l'ennemi dans ma propre famille, simplement pour avoir protégé ce qui était légalement à moi. La situation a dégénéré au début de l'été, lorsque j'ai reçu une étrange enveloppe dans ma boîte aux lettres. Elle était adressée à Nicolas, mais à mon adresse. Perplexe, je l'ai examinée de plus près. L'adresse de l'expéditeur était celle du bureau de l'évaluateur fiscal du comté. Je savais que je ne devais pas ouvrir de courrier adressé à quelqu'un d'autre, mais quelque chose n'allait vraiment pas. J'ai immédiatement appelé Claire. A-t-il une raison légitime pour que Nicolas reçoive des avis fiscaux pour ma propriété, envoyés à mon adresse, lui ai-je demandé. Il y a eu un long silence. Pas à moins qu'il y ait eu une sorte de transfert de propriété, a-t-elle finalement dit. Sophie, je pense que tu dois aller au bureau des archives du comté aujourd'hui. J'ai pris mon après-midi libre et j'ai conduit jusqu'au bâtiment de l'administration du comté. Le greffier, un homme d'âge moyen nommé Martin avec des lunettes de lecture posées sur son nez, m'a aidé à rechercher les archives. Numéro d'identification de la propriété, a-t-il demandé. J'ai récité le numéro que j'avais mémorisé des années auparavant. Martin l'a tapé sur son ordinateur, puis a légèrement froncé les sourcils. Et vous êtes Sophie Leclerc, a-t-il demandé. Oui, ai-je dit, un sentiment de peur grandissant. Je vois le propriétaire actuel comme Nicolas Vidal, depuis 3 mois, a-t-il dit, tournant le moniteur pour que je puisse voir. L'acte de transfert a été déposé le 12 février. J'ai fixé l'écran, incrédule. C'était là, noir sur blanc, un transfert de propriété de Sophie Leclerc à Nicolas Vidal. Il doit y avoir une erreur, ai-je dit, ma voix à peine un murmure. Martin a cliqué sur quelques écrans supplémentaires. Le transfert d'acte original était de Gustave Martin à Sophie Leclerc, avec une clause conditionnelle, a-t-il murmuré, puis s'est arrêté. Ah, je vois ce qui s'est passé ici. Il a sorti un autre document. C'était l'acte original de mon grand-père, celui qu'il avait utilisé pour me transférer la propriété. Martin a pointé un paragraphe que je n'avais jamais remarqué auparavant. Cette clause stipule que votre grand-père a conservé le droit de transférer la propriété, et ce droit est passé à son plus proche parent à son décès, ce qui serait mon père, ai-je terminé, engourdi. Pascal Leclerc. Martin a hoché la tête avec sympathie. Et il semble que Pascal Leclerc ait exercé ce droit pour transférer la propriété à Nicolas Vidal. Le prix de vente est indiqué comme 100 €. 100 €. La propriété valait maintenant près de 200 000 €, les valeurs foncières ayant considérablement augmenté dans notre région, et mes parents l'avaient vendue pour 100 € à mon cousin. J'ai demandé des copies imprimées de tous les documents et j'ai quitté le bâtiment du comté, hébété. Assise dans ma voiture, j'ai appelé mes parents. Ma mère a répondu. J'ai besoin de parler à vous deux maintenant, ai-je dit, ma voix étrangement calme malgré la tempête qui faisait rage en moi. Qu'est-ce qui ne va pas, chérie, a-t-elle demandé. Je serai chez vous dans 20 minutes. Le trajet jusqu'à leur maison a été un brouillard. J'ai répété ce que je devais dire, comment rester posé, mais mes pensées ne cessaient de revenir à un fait, pendant que j'avais fidèlement payé les impôts fonciers pendant près de 10 ans, fait des plans responsables et protégé mon héritage, mes propres parents avaient secrètement sapé tout cela. Ils attendaient tous deux dans le salon à mon arrivée. J'ai posé les documents sur la table basse sans un mot. Mon père les a regardés, puis a eu la décence de détourner le regard. Ma mère a ramassé l'acte de transfert et a soupiré. Nous allions te le dire, a-t-elle commencé. Quand, ai-je demandé. Après que Nicolas ait commencé à construire. Après qu'il ait loué des cabanes sur ce qui était censé être l'emplacement de ma future maison. Sophie, essaie de comprendre, a dit mon père, se penchant en avant. Nicolas avait besoin de cette opportunité. Il a enfin trouvé quelque chose qui le passionne avec cette idée de location de vacances. Et qu'en est-il de ce dont j'avais besoin, ai-je demandé, ma voix légèrement brisée. Qu'en est-il du fait que j'ai payé chaque facture d'impôt pendant près de 10 ans? Qu'en est-il de mes plans? Tu peux toujours construire ailleurs un jour, a dit ma mère d'un ton dédaigneux. Nicolas en a besoin maintenant. La famille s'entraide. Ces 3 mots ont résonné comme une gifle.
La famille s'entraide. Alors toutes ces années où grand-père me disait d'être patiente, de construire quand j'étais prête, tout cela n'avait aucun sens, ai-je demandé. Gustave aurait voulu que la terre soit utilisée, pas qu'elle reste simplement vide, a insisté mon père. Alors pourquoi me l'a-t-il donné à moi spécifiquement, ai-je rétorqué. Pourquoi pas à Nicolas directement? Mes parents ont échangé un autre regard. Finalement, mon père a dit la vérité. Nicolas a eu des difficultés financières. S'il avait reçu la propriété directement, ses créanciers auraient pu la saisir. De cette façon, la famille conserve l'actif. Et j'étais quoi? Un simple remplaçant temporaire jusqu'à ce que Nicolas en ait besoin, ai-je demandé, la trahison totale s'installant enfin. Ne sois pas dramatique, Sophie, a dit ma mère. Ce n'est que de la terre. Et techniquement, ton père avait le droit légal de la transférer. Je me suis levé, rassemblant les documents. Pendant 10 ans, j'ai été la seule à payer des impôts sur cette propriété. Est-ce que cela signifie quelque chose pour vous? Nous te rembourserons, a offert mon père. J'ai presque ri. Les impôts fonciers sur 10 ans s'élevaient peut-être à 11 000 €. La terre valait maintenant 20 fois plus. Ce n'est pas le propos, ai-je dit calmement. Il ne s'agit jamais d'argent. Il s'agissait de respect, d'honorer les souhaits de grand-père, de famille. Je suis parti sans un mot de plus. Cette nuit-là, seul dans mon appartement, j'ai finalement craqué. Toutes les émotions que je retenais ont déferlé, trahison, chagrin, rage, et sous tout cela, une profonde déception envers les personnes qui étaient censées m'aimer le plus. J'ai appelé Claire et lui ai tout raconté. À sa décharge, elle a écouté sans interruption, puis a posé la question la plus importante, « Qu'est-ce que tu veux faire, Sophie ?» Je ne savais pas. Se battre semblait impossible contre toute ma famille. Abandonner semblait trahir mon grand-père et moi-même. Laisse-moi passer quelques appels, a dit Claire finalement. Je connais une avocate spécialisée en litiges immobiliers. J'ai à peine dormi cette nuit-là. Vers 3 heures du matin, je me suis souvenu de quelque chose que mon grand-père avait mentionné lors de nos promenades sur la propriété, le seul accès à ces 10 hectares se faisait par une route étroite qui traversait la ferme adjacente. Une servitude, il l'avait appelée. Une minuscule étincelle d'espoir s'est allumée. J'avais besoin d'en savoir plus sur cette route d'accès. Le matin après avoir découvert le transfert de propriété, je me suis senti vide. La trahison était si complète, si calculée, que j'avais du mal à la digérer. J'avais perdu non seulement la terre, mais ma foi en ma famille. En me préparant pour le travail, j'ai remarqué à nouveau la lettre d'impôt, celle adressée à Nicolas à mon adresse. Le coup de poignard final, il n'avait même pas pris la peine de mettre à jour correctement ses informations postales. J'ai fait les mouvements habituels dans mon agence de design ce jour-là, complétant mécaniquement des projets pendant que mon esprit parcourait les options. Pendant ma pause déjeuner, j'ai appelé le numéro que Claire m'avait donné pour Aurélie Leclerc, une avocate spécialisée en immobilier réputée pour traiter les cas difficiles. L'assistante d'Aurélie m'a fixé un rendez-vous pour le lendemain. J'ai passé cette soirée à rassembler tous les documents relatifs à la propriété, reçu d'impôt, l'acte de propriété original, photos de famille prises sur la terre, même mes croquis d'enfants de la maison que j'avais prévu d'y construire. Chaque feuille de papier ressemblait à une preuve de crime, la preuve de ce qui m'avait été volé. Cette nuit-là, Nicolas a appelé. J'ai failli ne pas répondre, mais la curiosité l'a emporté. « Salut cousine », a-t-il commencé gaiement, comme si rien ne s'était passé. Je voulais t'inviter à voir les plans de la propriété. On pense à 5 mini-cabanes avec un espace central pour un foyer. Ça va être génial. La façon désinvolte dont il discutait de ses projets pour ma terre m'a fait bouillir le sang. Tu sais que je viens juste d'apprendre le transfert hier, n'est-ce pas, ai-je dit, gardant ma voix égale. Oh, il a semblé surpris. Oui, oncle Pascal a mentionné qu'il s'était occupé de la paperasse. Écoute, je sais que ça semble soudain, mais c'est une excellente opportunité pour la famille. Pour toi, tu veux dire, ai-je corrigé. Eh bien oui, pour moi directement, mais tout le monde en profite quand la famille réussit, n'est-ce pas? La famille s'entraide. Il y avait ces mots encore une fois, la même phrase que mes parents avaient utilisée comme une sorte de devise familiale tordue qui ne s'appliquait que lorsqu'elle bénéficiait à certains membres. Je paie des impôts sur cette propriété depuis 10 ans, Nicolas, ai-je dit. J'avais des plans pour elle. Des plans qui ne faisaient que rester là, a-t-il répondu d'un ton dédaigneux. D'ailleurs,
oncle Pascal a dit qu'il te rembourserait les impôts. C'est juste, n'est-ce pas? Rien de tout cela n'est juste, ai-je dit et j'ai mis fin à l'appel. Ma rencontre avec Aurélie le lendemain fut une révélation. J'ai exposé toute la situation, y compris la découverte de la clause dans l'acte de propriété de mon grand-père qui avait permis à mon père d'effectuer le transfert. Aurélie a étudié les documents attentivement, prenant occasionnellement des notes. C'est inhabituel, a-t-elle reconnu, mais malheureusement légal, basé sur cette clause. Votre grand-père l'a probablement incluse comme mesure de protection, n'imaginant jamais qu'elle serait utilisée de cette manière. Mes épaules se sont affaissées. Donc il n'y a rien que je puisse faire? Aurélie a incliné la tête pensivement. Parlez-moi de la propriété physique. Comment y accède-t-on? J'ai décrit la configuration, les 10 hectares adossés à une petite montagne avec une crique qui la traversait. Le seul accès se faisait par un chemin de terre étroit qui traversait la ferme du voisin, Bernard, avant d'atteindre ma parcelle. Cette route d'accès, a dit Aurélie, soudainement plus intéressée, était-elle incluse dans l'acte de propriété original? Je n'en étais pas sûr. Nous avons examiné les documents ensemble et Aurélie a pointé quelque chose de crucial, l'acte décrivait la parcelle de 10 hectares mais ne faisait aucune mention de la route d'accès. Elle a consulté les cartes SIG du comté sur son ordinateur. Regardez ici, a-t-elle dit en pointant l'écran. La route d'accès semble être une parcelle entièrement distincte. Votre grand-père l'a probablement achetée indépendamment pour assurer l'accès à la propriété principale. Des recherches supplémentaires ont confirmé la théorie d'Aurélie, la route d'accès, une bande de terre de 60 pieds de large sur un quart de mile de long reliant la route du comté au chemin des chênes, était bien une parcelle distincte, et, surtout, elle n'avait pas été incluse dans le transfert à Nicolas. Aurélie m'a regardé avec le premier signe d'espoir que j'avais ressenti depuis des jours. La route d'accès est toujours légalement la vôtre, Sophie. Sans accord de servitude, Nicolas n'a aucun droit légal de traverser votre terrain pour atteindre sa propriété. Mon esprit s'est emballé avec les implications. Sans accès, la propriété était essentiellement enclavée, inutilisable pour les plans de développement de Nicolas ou quoi que ce soit d'autre. Quelles sont mes options, ai-je demandé. Aurélie a esquissé plusieurs possibilités, je pourrais vendre la route d'accès à Nicolas au prix du marché, négocier un accord de servitude avec des limitations strictes, ou simplement faire valoir mes droits de propriété et restreindre entièrement l'accès jusqu'à ce qu'une résolution équitable soit trouvée. J'ai besoin de temps pour y réfléchir, lui ai-je dit. Prenez tout le temps qu'il vous faut, a-t-elle conseillé, mais je vous recommande de garder cette information pour vous pour l'instant. La meilleure position de négociation vient de la préparation. Ce soir-là, je suis allé sur la propriété une dernière fois, non pas sur la parcelle principale, qui ne m'appartenait plus, mais sur la route d'accès, qui m'appartenait. Je me suis garé à l'entrée et j'ai marché sur toute sa longueur, me souvenant de toutes les fois où j'avais emprunté ce chemin pour visiter ma terre. Je n'avais jamais accordé une seconde pensée à cette bande étroite, pourtant maintenant elle représentait mon seul levier. Debout au point où la route d'accès rencontrait ce qui était autrefois ma propriété, j'ai ressenti un mélange complexe d'émotions, chagrin face à la trahison, colère face à l'injustice, mais aussi, étonnamment, un sentiment croissant de résolution. Mon grand-père m'avait appris à protéger ce qui importait, et il m'avait peut-être laissé les outils pour le faire, même s'il n'avait jamais anticipé ce scénario. De retour à la maison, j'ai fouillé dans de vieux albums de photos de famille, trouvant des photos de grand-père Gustave et moi marchant le long des limites de propriété. Sur une photo, il pointait la route d'accès, expliquant quelque chose à mon moi de 12 ans. Le souvenir est revenu en un flot, il me parlait de droits de passage et de servitude, de la façon dont l'accès à la propriété pouvait être aussi précieux que la propriété elle-même. Tu dois toujours contrôler ton propre destin, Sophie, avait-il dit. Ne te mets jamais dans une position où quelqu'un d'autre peut te couper l'accès à ce qui compte. Il semblait que grand-père Gustave avait été plus sage que quiconque ne le savait. La question était maintenant de savoir comment honorer cette sagesse tout en naviguant dans les relations familiales brisées que sa clause de transfert avait involontairement créées. La semaine suivante a été atroce. J'ai évité les appels familiaux et me suis concentré sur le travail. Nicolas a envoyé plusieurs messages textes sur ses plans de développement, inconscient de la façon dont chaque message enfonçait le couteau plus profondément. Mes parents ont laissé des messages vocaux suggérant de nous réunir pour discuter de la suite des choses en famille. Je n'ai rien dit sur la route d'accès à aucun d'eux. Au lieu de cela, j'ai rencontré Aurélie à nouveau et j'ai formulé une stratégie. Nous avons commandé un relevé officiel de la parcelle de la route d'accès pour confirmer les limites.
Nous avons recherché les règlements du comté concernant les routes privées et les restrictions d'accès. Nous avons préparé la documentation pour quelques directions que je décide de prendre. La partie la plus douloureuse a été de faire face à la façon dont cette situation avait changé ma vision de ma famille de manière permanente. Les parents qui avaient applaudi mon diplôme universitaire avaient secrètement sapé mon avenir. Le cousin avec qui j'avais joué enfant avait conspiré pour prendre ce qui m'appartenait de droit. Les tantes et les oncles qui avaient célébré les fêtes avec moi avaient pris parti pour la personne qui allait en tirer profit plutôt que pour celle qui avait été lésée. J'ai repensé aux mots de grand-père Gustave, « Protège ce qui compte pour toi ». Ce qui comptait maintenant n'était pas seulement la terre, mais mon estime de soi, ma volonté de me défendre, même contre ceux qui auraient dû me soutenir le plus. À la fin de cette semaine sombre, j'avais pris ma décision. Il était temps de récupérer ce que je pouvais, même si cela signifiait changer les dynamiques familiales pour toujours. Le matin après ma deuxième rencontre avec Aurélie, je me suis réveillé avec un étrange sentiment de clarté. Le brouillard de la trahison s'était en partie dissipé, remplacé par de la détermination. Mon plan prenait forme. Au travail, j'ai demandé une semaine de congé personnel à compter du lundi suivant. Ma patronne, remarquant mes performances distraites ces derniers temps, a facilement accepté. J'ai passé ce week-end à me plonger dans la recherche, en commençant par l'histoire de la propriété à la Société historique du comté. J'ai découvert que mon grand-père avait acheté les 10 hectares principaux en 1972, mais avait acquis la route d'accès séparément 2 ans plus tard auprès d'un propriétaire différent. Cela expliquait pourquoi c'étaient des parcelles distinctes. Plus important encore, il n'y avait pas de servitude enregistrée accordant des droits d'accès permanents à la propriété principale. Aurélie m'avait expliqué que les servitudes sont souvent établies par un usage régulier au fil du temps, mais comme j'avais été la seule utilisatrice régulière de la route d'accès au cours de la dernière décennie et que le transfert de propriété s'était produit récemment, nous avions de solides arguments pour dire qu'aucune servitude permanente n'existait encore. Ensuite, j'ai recherché les règlements du comté concernant les routes privées. Les règles étaient claires, en tant que propriétaire d'une route privée, j'avais le droit de restreindre l'accès tant que je ne coupais pas les services d'urgence ou ne violais pas d'accords écrits antérieurs. Comme il n'y avait pas d'accord de servitude écrit, ma position était légalement solide. J'ai rencontré une géomètre recommandée par Aurélie, une femme pragmatique nommée Sylvie, spécialisée dans les litiges immobiliers. Elle a accepté de réaliser un relevé officiel de la parcelle de la route d'accès dès le lundi matin. Il y a quelque chose de gratifiant à voir des professionnels prendre votre situation au sérieux, ai-je dit à Claire autour d'un café ce dimanche-là. Après une semaine passée à être manipulée par ma famille, le fait que des experts écoutent et agissent en mon nom donnait l'impression de retrouver une partie de ma dignité. Sophie, a dit Claire prudemment, as-tu pensé aux conséquences familiales si tu restreins l'accès ? Est-ce que cette terre vaut potentiellement des dommages permanents à ces relations ? J'ai sérieusement réfléchi à sa question. Est-ce qu'une relation vaut la peine d'être maintenue si elle inclut ce niveau de manque de respect ? Ai-je demandé. Mes parents ont secrètement vendu ma propriété à mon cousin pour 100 € après que j'ai payé des impôts dessus pendant 10 ans. Ils n'en ont même pas discuté avec moi. Claire a hoché la tête. Je vois ce que tu veux dire, mais assure-toi que ce soit une question de justice, pas de vengeance. Ces mots sont restés en moi. Il ne pouvait s'agir de blesser ma famille comme il m'avait blessé. Il devait s'agir d'établir des limites et de trouver une résolution équitable. Lundi matin, Sylvie la géomètre m'a rejointe à la route d'accès. Nous avons passé 3 heures à prendre des mesures, à identifier les bornes de propriété et à documenter les limites exactes. Son travail a confirmé ce que les archives avaient indiqué, la route d'accès d'un quart de mile était bien une parcelle distincte de 60 pieds de large enregistrée uniquement à mon nom. Le relevé terminé, mon étape suivante a été de consulter Bernard, le fermier voisin dont la propriété jouxtait à la fois la route d'accès et la parcelle principale. Bernard avait maintenant dans les 70 ans et avait été ami avec mon grand-père. Sophie, m'a-t-il salué d'une poignée de main à la table de sa cuisine. Café ? J'ai accepté avec gratitude, puis j'ai expliqué la situation. Bernard a écouté attentivement, hochant parfois la tête en signe de désapprobation. Ton grand-père se retournerait dans sa tombe, a-t-il finalement dit. Gustave était très attaché à la famille, mais encore plus à l'équité. Tu te souviens par hasard quand il a acheté la route d'accès, ai-je demandé. Elle était séparée de la propriété principale. Bernard a hoché la tête. Bien sûr. L'ancien propriétaire de tes 10 hectares utilisait un accord verbal pour traverser le terrain de Martin, le fermier avant moi. Quand Martin a décidé de vendre,
ton grand-père s'est inquiété de l'accès, alors il a acheté cette bande de terrain pur et simple pour s'assurer que les 10 hectares seraient toujours accessibles. A-t-il jamais mentionné pourquoi il les a gardés comme parcelles séparées, ai-je demandé. Bernard a réfléchi un instant. Gustave était stratégique dans ses avoirs. Je me souviens l'avoir entendu dire quelque chose sur le fait de garder des options ouvertes. Il aimait avoir plusieurs cartes en main dans n'importe quelle situation. Ça ressemblait bien à mon grand-père, toujours à penser avec 3 coups d'avance. J'avais toujours supposé que la route d'accès faisait partie de la propriété principale, mais grand-père Gustave les avait maintenus comme parcelles distinctes. Savoir s'il l'avait fait en anticipant ce scénario exact était impossible, mais il m'avait involontairement donné un avantage. J'ai posé une autre question importante à Bernard, si je devais restreindre temporairement l'accès à la route, cela vous causerait-il des problèmes, à vous ou à d'autres voisins? Non, a-t-il répondu. Cette route ne dessert que tes 10 hectares, ça a toujours été le cas. Avec la confirmation de Bernard, je suis passé à la phase suivante de mon plan. Aurélie et moi avons rédigé 3 documents importants, un avis formel de propriété concernant la route d'accès, une lettre de mise en demeure interdisant l'utilisation non autorisée de la route, et une proposition soit de racheter ma propriété originale au prix du marché équitable, soit d'établir un accord de servitude formel avec des frais annuels importants. Le langage juridique était précis et soigné. Il ne s'agissait pas d'émotion, il s'agissait de droits de propriété et de compensation équitable. Mercredi, j'ai rencontré une entreprise de sécurité spécialisée dans les propriétés rurales. Jeudi après-midi, ils avaient installé un portail professionnel à l'entrée de la route d'accès, avec une serrure robuste et des panneaux « Accès interdit » indiquant clairement les codes du comté pertinents. Aurélie m'a conseillé de tout documenter. J'ai pris des photos datées de l'installation du portail, des limites de propriété et de l'état actuel de la parcelle principale où Nicolas avait déjà commencé à défricher le terrain pour sa première cabane. J'ai créé une chronologie détaillée des événements, y compris chaque paiement d'impôt que j'avais effectué au fil des ans. La partie la plus difficile était de me préparer émotionnellement à la confrontation qui allait inévitablement arriver. Je me suis entraîné à dire ce que je dirais lorsque mes parents ou Nicolas appelleraient avec colère. Aurélie m'avait coaché sur la façon de rester calme et de me concentrer uniquement sur les aspects juridiques et financiers, pas sur la trahison émotionnelle. Je veux être absolument clair sur mes objectifs, ai-je dit à Aurélie lors de notre dernière réunion de planification. Il ne s'agit pas de vengeance. Il s'agit d'être traité équitablement. Cette distinction est importante, a-t-elle convenu. Dans les litiges immobiliers, surtout ceux impliquant la famille, les émotions peuvent faire dérailler même la position juridique la plus solide. Restez concentré sur les faits et le chemin vers la résolution. Vendredi après-midi, nous avons envoyé les avis formels par courrier recommandé à la maison de mes parents et à l'appartement de Nicolas. Les documents arriveraient samedi matin, juste au moment où le nouveau portail et la serrure seraient découverts par quiconque tenterait d'accéder à la propriété. Cette nuit-là, j'ai à peine dormi. J'imaginais sans cesse les différentes façons dont ma famille pourrait réagir. Serait-elle furieuse? Menacerait-elle de poursuites judiciaires? Reconnaîtrait-elle enfin la douleur que leurs actions m'avaient causée? Le dimanche matin, sans appel ni message encore, l'attente était presque insupportable. Je suis allé sur la propriété une dernière fois avant que la tempête n'éclate. Le portail semblait solide et professionnel, avec une signalisation claire indiquant la propriété privée. Debout là, j'ai ressenti un curieux mélange de tristesse et de force. Cette terre avait été destinée à mon avenir, maintenant elle représentait autre chose, une leçon sur la façon de se défendre, même contre les personnes en qui j'avais le plus confiance. Quoi qu'il arrive ensuite, je savais que j'avais fait tout ce qui était légal et éthique. J'avais protégé ce qui était à moi, exactement comme grand-père Gustave me l'avait appris. Alors que je me tournais pour partir, j'ai remarqué un pick-up noir qui approchait lentement. Nicolas était arrivé plus tôt que prévu. La confrontation était sur le point de commencer, et il n'y avait plus de retour en arrière. J'ai regardé le pick-up noir de Nicolas ralentir et s'arrêter devant le portail nouvellement installé. Pendant un moment, il est resté assis là, le moteur au ralenti, fixant la barrière qui bloquait son chemin. Puis il est sorti, ses mouvements raides, manifestement en colère. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» a-t-il crié quand il m'a aperçu près de ma voiture. Je suis resté calme, exactement comme Aurélie me l'avait conseillé. « C'est un portail sécurisant ma propriété », ai-je répondu calmement. « Ta propriété ?» s'est moqué Nicolas en s'approchant. « C'est la route d'accès à ma terre. » « C'est exact », ai-je dit. « C'est la route d'accès,
qui est une parcelle séparée, et selon les registres du comté, elle m'appartient. Son visage a affiché de la confusion, puis de l'incrédulité. Pas possible. Cette route va avec la propriété. Je te suggère de vérifier le courrier recommandé que tu recevras aujourd'hui, lui ai-je dit. Il contient toute la documentation, y compris le récent relevé confirmant ma propriété. Nicolas a passé une main dans ses cheveux, la frustration évidente. Alors quoi, tu bloques juste l'accès pour te venger? Je sécurise ma propriété en attendant que nous trouvions une résolution équitable à la situation. Résolution, a-t-il répété. Il n'y a pas de situation. Oncle Pascal m'a transféré la propriété légalement. La parcelle principale, oui, ai-je reconnu, mais pas cette route d'accès. Et sans accord de servitude, tu n'as aucun droit légal de traverser mon terrain. La réalisation commençait à poindre en lui maintenant. Sa propriété, enclavée et inaccessible, était soudain beaucoup moins précieuse qu'il ne l'avait cru. C'est ridicule, a claqué Nicolas. Je vais juste appeler oncle Pascal. Il va arranger ça. Il est retourné en trombe vers son camion et a démarré en faisant voler le gravier. Je savais ce qui allait suivre. Effectivement, mon téléphone a sonné 20 minutes plus tard. Le nom de mon père s'est affiché à l'écran. Sophie, a-t-il commencé sans préambule. Nicolas vient d'appeler. Qu'est-ce que tu fais? Je protège ma propriété, ai-je répondu calmement. C'est une clôture par vengeance, et c'est illégal, a-t-il dit, le vocabulaire juridique déjà prêt, il avait manifestement fait des recherches hâtives. En fait, c'est un portail de sécurité sur une route privée qui m'appartient, l'ai-je corrigé. Et j'ai confirmé auprès du comté que c'est parfaitement légal. C'est à propos du transfert de propriété, n'est-ce pas, a-t-il dit, sa voix s'adoucissant légèrement. Écoute, je comprends que tu sois bouleversé. Il s'agit d'être traité équitablement, ai-je interrompu. Vous avez vendu ma propriété sans même en discuter avec moi, après que j'ai payé des impôts dessus pendant des années. Maintenant, j'exerce simplement mes droits concernant la parcelle qui m'appartient toujours. Nous devons en parler en famille, a-t-il insisté. J'y suis ouverte, ai-je répondu. En fait, j'ai envoyé une proposition décrivant 2 résolutions possibles. Quelle proposition, a-t-il demandé avec suspicion. Soit Nicolas peut acheter un accord de servitude au prix du marché, soit il peut me revendre la parcelle principale, également au prix du marché équitable. C'est du chantage, a crié mon père. Non, papa. C'est des affaires. Exactement comme lorsque maman et toi avez décidé de vendre ma propriété pour 100 € sans me le dire. Il y a eu un long silence sur la ligne. Finalement, mon père a parlé à nouveau, sa voix tendue. Nous serons à ton appartement dans 1 heure. J'ai raccroché et immédiatement appelé Aurélie, la mettant au courant des confrontations avec Nicolas et mon père. Elle m'a rappelé de rester concentré sur les aspects juridiques et financiers, pas sur la trahison émotionnelle. S'ils essaient de vous intimider, mettez fin à la conversation, a-t-elle conseillé. Vous êtes dans une position juridique forte. Ne les laissez pas vous convaincre du contraire. Fidèles à leur parole, mes parents sont arrivés à mon appartement 60 minutes plus tard. Ma mère semblait désemparée, mon père déterminé. Nicolas n'était pas avec eux, ce qui était probablement mieux ainsi. Je les ai invités à entrer, leur offrant de l'eau, qu'ils ont tous 2 refusé. Nous nous sommes assis dans mon petit salon, la tension palpable. Ça ne te ressemble pas, Sophie, a commencé ma mère. Bloquer l'accès, engager des avocats. C'est tellement agressif. J'ai trouvé remarquable la façon dont mes actions étaient qualifiées d'agressives, alors que les leurs n'avaient été que des décisions familiales, pratiques. J'ai engagé une avocate après avoir découvert que vous aviez vendu ma propriété à mon insu, ai-je souligné. Cela me semble une réponse raisonnable. Nous avions le droit légal, a commencé mon père. Je sais, les jeux interrompus, la clause dans l'acte de grand-père. Mais avoir le droit légal de faire quelque chose ne signifie pas que ce soit la bonne chose à faire. Cela a semblé porter. Mes parents ont échangé des regards gênés. Nicolas a déjà investi de l'argent dans des plans de développement, a dit mon père, changeant de tactique. Il a des entrepreneurs prévus pour commencer les travaux la semaine prochaine. C'était rapide, ai-je observé. Presque comme s'il avait su pour ce transfert bien avant moi. Le regard de ma mère s'est posé sur ses mains, une autre confirmation de mes soupçons. Écoutez, voici où nous en sommes, ai-je dit,
adoptant le ton professionnel d'Aurélie. Je possède la route d'accès. Sans elle, la parcelle principale est essentiellement sans valeur. J'ai 2 propositions équitables sur la table. J'ai exposé à nouveau les options. Nicolas pouvait acheter une servitude au prix du marché ou me revendre la propriété à sa valeur estimée actuelle. Les 2 incluraient le remboursement des impôts que j'avais payés au fil des ans. Il ne va pas payer pour l'accès à une propriété qui aurait dû être vendue avec l'accès, a argumenté mon père. Alors il peut me la revendre, ai-je répondu simplement. Je suis prête à payer le prix du marché équitable, environ 175 000 € selon la récente évaluation du comté. Les yeux de ma mère se sont écarquillés. Tu n'as pas autant d'argent. J'ai un excellent crédit, des économies substantielles et une banque qui m'a déjà préapprouvé pour un prêt foncier, ai-je rétorqué. J'avais été occupé cette semaine. Ce n'est pas ce que ton grand-père aurait voulu, a dit mon père, jouant sa dernière carte. Gustave croyait en l'unité familiale. J'ai pris une profonde inspiration. Grand-père croyait en l'équité et au respect. Il m'a appris à protéger ce qui compte. Je suis simplement en train de suivre son exemple. La conversation a tourné en rond pendant encore 30 minutes, mes parents essayant diverses approches émotionnelles. Je suis resté ferme, revenant toujours aux faits et aux propositions que j'avais offertes. Finalement, voyant qu'ils ne faisaient pas de progrès, ils sont partis avec des copies des 2 propositions, promettant de discuter des options avec Nicolas. Le lendemain matin, Nicolas lui-même s'est présenté à mon appartement sans prévenir. Son expression était moins colérique que calculatrice. Alors j'ai étudié ta petite situation de route, a-t-il commencé quand j'ai ouvert la porte. Et, ai-je demandé, sans l'inviter à entrer. Et je pense qu'on peut s'arranger. Et si je te donne 5 000 € pour une servitude? C'est généreux compte tenu que c'est juste un chemin de terre. J'ai presque ri de son offre si basse. La valeur actuelle d'un accès permanent à une propriété autrement enclavée serait plus proche de 50 000 €. Ça ne va pas marcher, Nicolas, ai-je dit. Les propositions que j'ai envoyées décrivent les options équitables au prix du marché. Il s'est appuyé contre l'encadrement de la porte. Écoute, j'ai déjà des entrepreneurs prévus, l'équipement est livré demain. Je ne vais pas te laisser faire dérailler ce projet à cause d'une querelle mesquine. Il ne s'agit pas d'une rancune, ai-je répondu calmement. Il s'agit d'une compensation équitable pour les droits de propriété. Notre conversation s'est dégradée à partir de là, Nicolas suggérant finalement qu'il pourrait simplement passer par la ferme de Bernard à la place. Je lui ai souhaité bonne chance avec ça. Bernard avait déjà accepté d'afficher ses propres panneaux, accès interdit, en solidarité avec moi. 3 jours se sont écoulés sans autre contact de ma famille. Puis, jeudi matin, j'ai reçu un appel d'un numéro inconnu. Mademoiselle Leclerc, ici Laurent Duval d'entreprise de construction Duval. Nous avons été mandatés pour un projet sur le chemin des Chênes, mais nous ne pouvons pas accéder au site. Le client insiste pour que nous procédions, mais il y a un portail fermé et des panneaux, accès interdit, très clairs. J'ai expliqué que je possédais la route d'accès et n'avais pas accordé la permission aux véhicules de construction. Je vois, a dit Laurent, maladroitement. Monsieur Vidal n'a pas mentionné cette complication. Je crains de devoir reporter jusqu'à ce que le problème d'accès soit résolu. En 1 heure, Nicolas m'appelait, puis m'envoyait des messages textes. Quand je ne répondais pas, ces messages sont devenus de plus en plus désespérés, puis menaçants, puis finalement conciliants. Vendredi après-midi, j'ai reçu l'appel que j'attendais. C'était mon père Pascal, sa voix résignée. Nicolas est prêt à discuter de ta 2e proposition, a-t-il dit sans préambule. La vente de la propriété, ai-je clarifié. Oui, mais il veut plus que la valeur estimée. Il a investi du travail dans les plans de développement. J'avais anticipé cela. Mon offre réelle sera la valeur estimée moins les paiements d'impôts que j'ai effectués au fil des ans, ai-je rétorqué. Quant à ces plans de développement, ils ont été créés après un transfert qui a eu lieu sans ma connaissance ni mon consentement. Il y a eu une pause. Seriez-vous prête à nous rencontrer pour discuter des conditions, a-t-il demandé finalement. Oui, ai-je accepté, mais avec mon avocate présente. Vous ne nous faites vraiment pas confiance, n'est-ce pas? La douleur dans sa voix semblait sincère. La confiance se regagne lentement, papa, ai-je répondu calmement. Vous avez vendu ma future maison pour 100 € sans même me le dire. Comment vous sentiriez-vous? Il n'avait pas de réponse à cela. Nous avons fixé un rendez-vous pour le lundi suivant au bureau d'Aurélie.
Toutes les parties seraient présentes, mes parents, Nicolas, Aurélie et moi. Pour la première fois depuis la découverte de la trahison, j'ai senti une lueur d'espoir que la résolution pourrait être possible. Le week-end s'est écoulé dans une attente anxieuse. J'ai révisé mes documents financiers à plusieurs reprises, confirmant que je pouvais effectivement me permettre de racheter la propriété si Nicolas acceptait. Le prêt bancaire a été approuvé et j'avais retiré une partie de mes économies retraite pour la mise de fonds. Ce n'était pas comme cela que j'avais prévu d'utiliser ces fonds, mais récupérer ma terre semblait valoir le sacrifice financier. Lundi matin est arrivé avec une clarté d'intention. Je me suis habillé de manière professionnelle, j'ai rassemblé ma documentation et j'ai rencontré Aurélie à son bureau 30 minutes avant que les autres ne soient censés arriver. Souvenez-vous, c'est une négociation commerciale maintenant, pas un désaccord familial, m'a-t-elle rappelé. Restez concentrés sur la transaction, pas sur la trahison. Lorsque mes parents et Nicolas sont arrivés, l'atmosphère était tendue mais courtoise. Nicolas avait amené son propre avocat, un jeune homme qui semblait à peine sorti de l'école de droit. Mon père portait un dossier de documents. Aurélie nous a guidés vers sa salle de conférence, où nous nous sommes tous assis autour d'une table en bois poli. Les présentations ont été faites, de l'eau a été offerte, puis nous sommes passés aux choses sérieuses. Madame Leclerc est propriétaire de la route d'accès à la propriété en question, a commencé Aurélie, établissant la base de notre position. Sans servitude formelle, la parcelle principale est inaccessible et donc considérablement dévaluée. L'avocat de Nicolas a tenté d'argumenter qu'une servitude implicite existait en raison de l'usage historique, mais Aurélie a répliqué avec des documents prouvant que les parcelles avaient toujours été détenues séparément et qu'aucune servitude formelle n'avait jamais été enregistrée. Pendant que les arguments juridiques se poursuivaient, j'ai observé mon cousin. Nicolas semblait mal à l'aise, jouant avec son stylo. Ce n'était pas ainsi qu'il avait imaginé son opportunité d'investissement. Après une heure de discussion, nous sommes arrivés à la question centrale, Nicolas me vendrait-il la propriété et, si oui, à quel prix ? 180 000 €, a-t-il proposé, légèrement au-dessus de la valeur estimée. 164 000 €, ai-je rétorqué. C'est la valeur estimée moins les 11 années d'impôts fonciers que j'ai payés. D'autres négociations ont suivi, avec les deux avocats demandant occasionnellement des consultations privées avec leurs clients. Finalement, nous sommes parvenus à un accord, 170 000 €, avec la clôture dans les 30 jours. Pendant qu'Aurélie préparait les documents préliminaires, un silence gênant s'est installé dans la pièce. Cette résolution, bien que juridiquement satisfaisante, ne réglait en rien la confiance brisée entre nous. J'ai été la première à briser le silence. J'aurais souhaité que cela n'en arrive pas là, ai-je dit doucement. Ma mère a levé les yeux, l'air fatigué. Aucun de nous ne s'attendait à ce que tu te battes si fort pour la propriété. Nous pensions que tu serais contrarié, mais finirais par comprendre que c'était pour la famille. C'était ma future maison, ai-je répondu simplement. L'endroit pour lequel j'épargnais, je planifiais, je payais des impôts. Bien sûr que je me suis battu pour elle. Nicolas a parlé pour la première fois en près d'une heure. Je ne savais pas que tu payais les impôts depuis tout ce temps, a-t-il admis. Oncle Pascal a juste dit que la propriété était disponible grâce à une clause familiale. J'ai regardé mon père, qui a eu la décence de paraître honteux. Nous aurions dû te parler d'abord, a-t-il reconnu. C'était une erreur. Ce n'était pas une excuse, pas vraiment, mais c'était peut-être le plus proche que j'obtiendrais d'un aveu que leurs actions avaient été mauvaises. Alors que nous finalisions l'accord préliminaire, j'ai ressenti un mélange complexe d'émotions, soulagement de retrouver ma propriété, tristesse des dommages causés aux relations familiales, et sous tout cela, un nouveau sentiment de force. Je m'étais défendu contre une pression considérable et j'avais réussi. Lorsque nous avons quitté le bureau d'Aurélie, Nicolas est parti précipitamment sans un regard en arrière. Mes parents sont restés, voulant clairement dire quelque chose de plus. Viendras-tu dîner dimanche prochain, a finalement demandé ma mère. Essayer de revenir à la normale ? J'ai réfléchi à sa demande. Je ne suis pas encore prête pour ça, ai-je répondu honnêtement. J'ai besoin de temps. Ils ont hoché la tête, comprenant enfin que les actions ont des conséquences, même lorsqu'elles sont justifiées par « la famille s'entraide ». En les regardant marcher vers leur voiture, j'ai réalisé que cette expérience m'avait changé en profondeur. J'avais découvert ma propre résilience, ma volonté de me défendre même contre ceux qui m'étaient les plus proches. Ce fut une leçon douloureuse, mais peut-être nécessaire. La clé de la route d'accès me semblait lourde dans ma poche,
un petit morceau de métal qui avait finalement protégé ce qui importait le plus. Les 30 jours entre la signature de l'accord préliminaire et la clôture du rachat de la propriété se sont écoulés avec une lenteur atroce. Pendant ce temps, j'ai maintenu le portail verrouillé sur la route d'accès, bien que j'ai accordé la permission à un expert évaluateur immobilier d'entrer pour l'évaluation finale. L'évaluateur a confirmé ce que nous savions déjà, la terre valait environ 175 000 €, rendant notre prix convenu de 170 000 € équitable pour les deux parties. Tout au long de ces 30 jours, mes relations avec ma famille sont restées tendues. Mes parents ont appelé plusieurs fois, tentant de normaliser nos interactions, mais j'ai gardé les conversations brèves et pratiques. Nicolas ne m'a pas contacté du tout, ce qui était probablement préférable. La blessure était encore trop fraîche pour des réunions de famille décontractées ou pour faire semblant que rien ne s'était passé. La partie la plus difficile a été d'expliquer la situation aux membres de ma famille élargie qui n'avaient entendu que des bribes de l'histoire, généralement du point de vue de mes parents ou de Nicolas. Ma tante a appelé un soir, visiblement bouleversée. J'ai entendu dire que tu avais bloqué Nicolas de sa propriété avec une sorte de clôture par vengeance, a-t-elle commencé sans préambule. J'ai pris une profonde inspiration et j'ai expliqué toute la situation, y compris le fait que j'avais payé des impôts pendant 10 ans et avais prévu d'y construire ma maison. J'ai décrit la découverte du transfert secret et ma propriété légale de la route d'accès. J'ai terminé en mentionnant l'accord de rachat que nous avions conclu. Il y a eu un long silence sur la ligne. Eh bien, a-t-elle finalement dit, ce n'est pas comme cela que Pascal l'a expliqué. Je suis sûr que non, ai-je répondu. Au moment de la clôture, j'avais fait la paix avec l'impact financier de cette épreuve. Pour récupérer ma propriété, je puisais dans mes économies, contractais un prêt important et, en gros, rachetais ce qui m'appartenait déjà. Ce n'était pas juste, mais cela valait la peine de protéger ce qui comptait pour moi. Aurélie m'a accompagné à la clôture, qui s'est tenue dans une étude notariale locale. Nicolas est arrivé avec son avocat, mais a évité le contact visuel pendant que nous traitions la paperasse. Mes parents n'avaient pas été invités et n'ont pas assisté. Le processus a été simple, bien que chargé émotionnellement. Les documents ont été signés, les fonds transférés, et en 1 heure, les 10 hectares étaient légalement miens à nouveau. En sortant de l'étude notariale, Aurélie m'a serré la main. Félicitations, Sophie. Peu de gens se seraient battus aussi fort. J'ai pensé à mon grand-père. Il l'aurait fait, ai-je dit. La première chose que j'ai faite après la clôture a été de me rendre sur la propriété, ma propriété à nouveau. J'ai déverrouillé le portail avec un profond sentiment de reconquête, non seulement de la terre, mais de mon avenir. Marchant le long des limites de propriété, exactement comme je l'avais fait avec grand-père Gustave des années auparavant, je me suis senti à la fois victorieuse et mélancolique. L'expérience m'avait coûté plus que de l'argent, elle avait altéré de manière permanente mes relations familiales. Près de la crique, j'ai trouvé les restes des préparatifs de construction de Nicolas, du bois et des piquets de construction marquant l'emplacement où ces cabanes de location auraient dû se trouver. J'ai passé l'après-midi à les retirer, à récupérer l'espace physiquement, exactement comme je l'avais récupéré légalement. Le week-end suivant, j'ai engagé une entreprise de sécurité pour installer des clôtures appropriées le long des limites de propriété et un portail plus solide à l'entrée de la route d'accès. J'ai également contacté Bernard, qui m'avait soutenu tout au long de l'épreuve. Je pense à construire une petite cabane pour commencer, lui ai-je dit alors que nous partagions un café sur son porche. Rien de fantaisiste, juste un endroit où loger pendant que je travaille sur les plans de la maison principale. Ton grand-père approuverait, a hoché Bernard. Il disait toujours, commence petit et construis bien. Avec la bénédiction de Bernard, j'ai contacté un entrepreneur local recommandé par Claire. Christophe Petit avait de l'expérience avec les petites cabanes efficaces qui pouvaient être agrandies avec le temps. Nous avons marché sur la propriété ensemble, discutant des options qui correspondraient à mon budget. Après avoir perdu tant d'argent dans le rachat, je dois être pratique, ai-je expliqué. Peut-être une cabane d'une chambre qui pourra plus tard devenir une maison d'amis lorsque je serai prête à construire la maison principale. Christophe a parfaitement compris. Nous nous sommes décidés pour une simple cabane de 16 x 24 pieds avec une mezzanine pour dormir, à positionner près de la crique mais sur un terrain plus élevé pour éviter tout risque d'inondation. La construction commencerait au printemps, me laissant l'hiver pour finaliser les plans et obtenir les permis. Pendant ce temps, la situation avec ma famille restait compliquée. 2 semaines après la clôture, ma mère a rappelé, cette fois avec une approche différente. Pascal et moi avons beaucoup réfléchi, a-t-elle commencé hésitante.
nous réalisons que nous avons très mal géré les choses. Ce n'était pas tout à fait des excuses, mais c'était plus proche que tout ce que j'avais entendu jusqu'à présent. Oui, vous avez fait, ai-je acquiescé, sans lui faciliter la tâche. Nous parlons avec un conseiller familial, a-t-elle continué, me surprenant. Elle a suggéré que nous devions reconnaître le tort que nos actions ont causé, quelles que soient nos intentions. Je suis restée silencieuse, la laissant continuer. Nous avons trahi ta confiance, Sophie. Nous avons priorisé les besoins de Nicolas sur les tiens, et nous avons utilisé un détail juridique pour prendre quelque chose qui était légitimement à toi. Elle s'est arrêtée. Nous sommes vraiment désolés. Les excuses, lorsqu'elles sont enfin venues, m'ont frappé plus fort que prévu. Des larmes ont jailli de mes yeux alors que les émotions que j'avais soigneusement gérées éclataient. Merci de dire cela, ai-je réussi après un moment. Cela signifie beaucoup pour moi de vous entendre reconnaître ce qui s'est passé. Considérerais-tu nous rencontrer avec le conseiller, a-t-elle demandé. Pour parler de la suite. J'ai réfléchi à sa demande. La douleur était encore vive, mais s'accrocher indéfiniment à la colère ne ferait que me nuire davantage. Je peux le faire, ai-je accepté. Mais j'ai besoin que vous compreniez que la confiance prend du temps à se reconstruire. La première séance de conseil a été inconfortable mais productive. Le thérapeute familial, le docteur Martin, a créé un espace sûr pour que chacun d'entre nous exprime ses perspectives. Mes parents semblaient sincèrement repentants lorsqu'ils ont reconnu comment leurs actions avaient paru de mon point de vue. Nous nous sommes tellement laissés prendre par l'aide à Nicolas que nous avons cessé de voir Sophie comme quelqu'un qui avait également besoin de notre soutien, a admis mon père. Nous l'avons toujours vue comme celle qui est forte et indépendante, qui n'avait pas autant besoin de nous. Cette perception m'a blessé à sa manière. J'avais toujours travaillé dur pour les rendre fiers, pour être responsable et autonome. Je n'avais jamais réalisé que cela pourrait se traduire par le fait qu'ils pensent que j'avais moins besoin d'eux. Nicolas a refusé de participer aux séances de conseil, ce qui ne m'a pas surprise. Notre relation prendrait beaucoup plus de temps à réparer, si jamais elle le faisait. La trahison semblait plus personnelle de sa part, il avait été prêt à profiter directement de ce qui m'avait été pris. Alors que l'automne se transformait en hiver, je me suis lancé dans la planification de ma petite cabane et de ma maison à long terme. Le processus de conception est devenu thérapeutique, une façon de reconquérir ma vision de l'avenir. J'ai engagé un architecte paysagiste pour aider à planifier la propriété par phase, en commençant par la zone autour de la cabane initiale. Le moment le plus guérisseur est arrivé de manière inattendue, environ 4 mois après la résolution du litige immobilier. En fouillant dans de vieilles boîtes dans mon appartement, j'ai trouvé une lettre de mon grand-père qui l'avait incluse avec l'acte de propriété original. Je l'avais relu des années auparavant, mais j'avais oublié certains détails. Un passage se démarquait maintenant avec une nouvelle signification, souviens-toi, Sophie, la propriété est plus que juste de la terre ou des bâtiments. C'est la manifestation physique de tes limites dans ce monde. La façon dont tu maintiens ces limites avec les autres, même la famille, définira une grande partie de ta vie d'adulte. Certains les respecteront naturellement, d'autres auront besoin d'apprendre. Ne te sens jamais coupable de protéger ce qui t'appartient de droit. Ces mots, écrits des années avant ce conflit, semblaient prophétiques maintenant. Grand-père Gustave avait en quelque sorte su que j'aurais besoin de cette sagesse un jour. Il m'avait choisi comme sa successeur pour une raison, il reconnaissait en moi quelque chose qui honorerait son héritage. Au printemps, lorsque la construction de ma petite cabane a commencé, ma relation avec mes parents s'était améliorée jusqu'à une cordialité prudente. Nous reconstruisions lentement la confiance par des actions modestes et cohérentes. Ils respectaient mes limites maintenant, appelant toujours avant de visiter la propriété, ne présumant jamais ni ne dépassant les bornes. La cabane a pris forme en 3 mois, une structure charmante avec un porche couvert face à la crique. J'ai sélectionné chaque finition avec soin, créant un espace qui était indéniablement le mien. Lorsqu'elle a été achevée au début de l'été, j'ai organisé un petit rassemblement, une sorte de pendaison de crémaillère. J'ai invité mes parents, Claire, Aurélie, Bernard et quelques amis proches du travail. Debout sur le porche de ma nouvelle cabane, regardant mon père essayer maladroitement de faire la conversation avec Bernard, j'ai ressenti un sentiment de paix inattendu. Le voyage avait été douloureux, mais j'en étais ressorti plus forte. J'avais appris à me défendre, à établir des limites claires et à protéger ce qui importait sans culpabilité. Ma mère m'a rejointe sur le porche, contemplant la propriété. C'est magnifique, Sophie. Tu as eu raison de te battre pour elle. Oui,
ai-je simplement convenu. L'héritage de Gustave est entre de bonnes mains, a-t-elle ajouté. Il serait fier de la façon dont tu as géré tout cela. Venant d'elle, cette reconnaissance signifiait plus que je ne pouvais l'exprimer. Alors que tout le monde se rassemblait pour dîner à la table rustique que j'avais placée sous les arbres, j'ai regardé autour de moi la communauté improbable que ce conflit avait finalement créée, mes parents, humblement présents, Aurélie, dont les conseils professionnels étaient devenus une amitié, Bernard, le voisin devenu allié, Claire, qui m'avait soutenu tout au long. Cette terre représentait maintenant plus qu'une simple propriété, c'était la manifestation physique de ma croissance personnelle, des leçons difficiles apprises et des limites établies. La maison que je construirais finalement ici reposerait sur une fondation plus solide que le béton, le respect de soi et la volonté de protéger ce qui compte, même lorsque c'était difficile. Cette nuit-là, après que tout le monde soit parti et que je me sois retrouvé seul dans ma cabane pour la première fois, je me suis assise sur le porche avec une tasse de thé, écoutant la crique et regardant les lucioles apparaître dans le crépuscule naissant. J'ai pensé au long voyage de la trahison à la reconquête, et à la personne que j'étais devenue en cours de route. Parfois, l'héritage le plus précieux n'est pas la chose elle-même, mais ce que l'on apprend en la protégeant. Grand-père Gustave m'avait donné de la terre, oui, mais plus important encore, il m'avait donné la force de me défendre, même contre ceux que j'aimais. C'était le véritable héritage qui valait la peine d'être chéri. Avez-vous déjà dû tenir tête à des membres de votre famille qui ont franchi vos limites? Partagez votre histoire dans les commentaires ci-dessous. Si cela a résonné en vous, n'hésitez pas à cliquer sur ce bouton j'aime et à vous abonner pour entendre d'autres leçons de vie réelle. Merci de m'avoir rejoint dans ce voyage, et rappelez-vous que votre estime de soi vaut toujours la peine de se battre.